En ce moment même, à environ 500 millions de kilomètres de la Terre, un objet est en train de s'éloigner du Soleil. Sa trajectoire est ouverte. Il ne reviendra jamais. Il n'a jamais été gravitationnellement lié à notre étoile. Il traverse notre système une seule fois et il repart. Cet objet a un nom, 3I/Atlas. Il a été identifié comme visiteur interstellaire le 1er juillet 2025. Mais 10 jours plus tôt, sans que personne ne s'en rende compte, un autre télescope, en calibration à l'autre bout du Chili, l'avait déjà photographié. Et 8 mois plus tard, une équipe internationale allait mesurer sa composition chimique et découvrir que ces glaces sont probablement plus vieilles que le Soleil, plus vieilles que la Terre, plus vieilles que la quasi-totalité de ce que nous avons jamais pu observer directement dans la galaxie. Ce que les gros titres ne racontent pas, c'est comment deux instruments, l'observatoire Vera C, Rubin et le télescope James Webb, se sont retrouvés à étudier le même objet sans s'être concertés et ce que leurs données combinées viennent, très concrètement, de nous apprendre sur un morceau de matière qui a passé la quasi-totalité de l'histoire de l'univers à dériver dans le silence. Il faut commencer par le début. Le 1er juillet 2025, le réseau Atlas, Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System, un système de surveillance automatique financé par la NASA et déployé sur plusieurs sites dans le monde, détecte un objet en mouvement dans le ciel austral. La détection est faite depuis la station de Rio Hurtado au Chili. L'objet reçoit d'abord une désignation technique C/2025N1. En quelques jours, plusieurs équipes d'astronomes convergent sur ses paramètres orbitaux et le verdict tombe. Cet objet n'est pas de chez nous. Sa trajectoire est hyperbolique, avec une excentricité de 6,1, un chiffre qui, pour rappel, marque une orbite qui ne se referme jamais. La valeur seuil en mécanique céleste est 1. Au-delà, l'objet n'est plus lié gravitationnellement au Soleil. À 6,1, il n'y a plus de doute possible. C/2025N, 1 vient de l'espace interstellaire, il devient officiellement 3I/Atlas, le troisième objet interstellaire jamais confirmé, après Oumuamua en 2017 et 2I/Borisov en 2019. Vitesse à la découverte, environ 221 000 km/h, la plus élevée jamais enregistrée pour un visiteur du système solaire. Pour donner l'échelle, c'est environ 60 km par seconde. Un objet qui va aussi vite sur une trajectoire aussi ouverte ne peut avoir qu'une origine. Il a été éjecté d'un autre système stellaire, il a dérivé dans l'espace interstellaire pendant une durée inconnue et il est en train de traverser le nôtre par pur hasard. Voici où l'histoire prend son premier tournant intéressant. Quelques semaines après l'annonce officielle d'Atlas, une équipe d'astronomes affiliés à l'observatoire Vera C. Rubin au Chili décide de vérifier une chose. Rubin, à cette époque, ne fait pas encore de la science. Il est dans une phase appelée science validation, une répétition générale, si vous voulez, pendant laquelle les ingénieurs et les scientifiques testent tous les sous-systèmes du télescope, sa caméra, ses filtres, son pipeline logiciel, avant que la mission principale ne démarre officiellement. Pendant ces tests, la caméra prend des images de portions variées du ciel à des fins de calibration sans cible scientifique définie. L'équipe se demande une chose simple. Est-ce qu'il est possible que 3I/Atlas, dont on connaît maintenant la trajectoire, soit passé accidentellement dans le champ de Rubin pendant l'une de ces nuits de test? La réponse est oui. Sur des images prises à partir du 21 juin 2025, 10 jours pleins avant que le réseau Atlas ne l'annonce, l'objet est là. Un petit point mobile, invisible à l'œil au moment où les données ont été prises, mais bien présent dans le film. Personne à Rubin ne l'avait vu à ce moment-là. Personne ne le cherchait. Le télescope faisait son travail de rodage, il pointait dans une direction choisie pour d'autres raisons, et cette direction contenait, par pure coïncidence, exactement le morceau de ciel que 3I/Atlas traversait ce soir-là. Rubin a continué à photographier accidentellement l'objet jusqu'au 20 juillet 2025, accumulant près d'une centaine de poses. L'équipe scientifique, dirigée par l'astronome Colin Orion Chandler, avec plus de 300 co-auteurs affiliés, en a retenu 49 pour l'analyse rigoureuse. Le résultat, les images de Rubin sont, à ce jour, parmi les toutes premières et les plus détaillées jamais obtenues de 3I/Atlas, capturées entièrement par accident, avant même que la communauté scientifique mondiale ne sache que l'objet existait. Relisez ça parce que c'est le point critique. Il ne s'agit pas d'une performance de détection, c'est une performance d'archivage. Rubin est le premier grand télescope conçu de telle sorte que ces données brutes, même prises pendant une phase de calibration, restent exploitables rétroactivement.
les astronomes n'ont pas eu à retourner sur le télescope pour re-observer. Il leur a suffi d'aller regarder dans les archives et de traiter les images avec un logiciel spécifique. Ce que les images de Rubin ont montré est déjà remarquable. À travers ces 6 filtres, désignés par les lettres U, G, R, I, Z et IC, qui couvrent différentes plages de longueur d'onde de l'ultraviolet proche jusqu'au proche infrarouge, l'équipe a mesuré la position de 3 I/Atlas avec une précision typique d'environ 70 millisecondes d'arc. Pour donner l'échelle, une seconde d'arc est déjà à peu près la taille angulaire d'une pièce d'un euro vue à 4 km. 70 millisecondes d'arc, c'est un 70e de cela. Cette précision, appliquée à un objet mobile encore très faible et à des dizaines de millions de kilomètres, est suffisante pour raffiner considérablement les paramètres de trajectoire. Les données ont également révélé un coma en croissance, le nuage de gaz et de poussière qui entoure le noyau solide d'une comète lorsqu'elle s'approche du Soleil et que ces glaces commencent à se sublimer. Le coma s'est étendu de plus de 50% pendant la fenêtre d'observation de Rubin, ce qui est un comportement de comète parfaitement classique. Deuxième acte. Le 6 août 2025 à 11h02 en temps universel, le télescope spatial James Webb pointe son instrument NIRSPEC, Near Infrared Spectrograph, vers 3I/Atlas. L'observation dure 18 minutes. Elle fait partie du programme d'observation identifié comme numéro 5094. Le télescope se trouve alors à environ 1,5 million de kilomètres de la Terre, en orbite autour du point de Lagrange L2, dans une zone où ces instruments infrarouges peuvent être refroidis à des températures extrêmement basses. À ce moment-là, 3I/Atlas est à 3,32 unités astronomiques du Soleil, soit environ 500 millions de kilomètres, un peu au-delà de l'orbite de Mars. Le rôle de Webb, ici, n'est pas de photographier l'objet. C'est de décomposer sa lumière en un spectre, c'est-à-dire de séparer longueur d'onde par longueur d'onde ce qui émet et ce qui absorbe dans le nuage de gaz autour du noyau. Chaque molécule a une signature spectrale unique. Certains motifs correspondent à l'eau, d'autres au dioxyde de carbone, d'autres au monoxyde de carbone. Un spectre bien pris, c'est une empreinte chimique. Et ce que Webb a lu dans le spectre de 3I/Atlas a produit un chiffre qui a fait s'arrêter les équipes. Le rapport entre le dioxyde de carbone et l'eau dans le coma, mesuré à 7,6 avec une marge d'erreur d'à peine 0,3, est parmi les plus élevés jamais enregistrés dans une comète. 4,5 écart type au-dessus de la tendance générale observée sur les comètes du système solaire à distance équivalente du Soleil. Traduction en langage courant. Au lieu d'être dominé par de la vapeur d'eau comme la quasi-totalité des comètes que nous connaissons, le coma de 3I/Atlas est dominé par du dioxyde de carbone. Ratio approximatif de 8 pour 1. Cette anomalie chimique n'est pas une bizarrerie décorative. C'est un signal sur les conditions de formation de l'objet. L'équipe menée par Martin Cordiner, dont l'article a été publié dans The Astrophysical Journal Letters le 26 septembre 2025, propose une interprétation prudente. 3I/Atlas est probablement formé dans une région froide, au-delà de ce qu'on appelle la ligne de glace du dioxyde de carbone, c'est-à-dire à une distance de son étoile haute où le CO2 peut se solidifier directement en glace au lieu de rester à l'état gazeux. Cette configuration est possible dans notre propre système solaire, mais elle est rare. Elle est plus probable dans les systèmes stellaires jeunes soumis à un rayonnement plus faible que le nôtre ou dans les systèmes où le processus de formation a piégé une quantité anormale de CO2 dans le noyau. Webb, en même temps, a détecté dans le spectre la présence d'eau, de monoxyde de carbone, de glace d'eau, de poussière et probablement de sulfure de carbonyle, une molécule à odeur soufrée présente dans certaines comètes et associée à des environnements de formation glacée. Une chimie complète, une empreinte digitale et elle ne ressemble à aucune autre. Troisième acte, et c'est peut-être le plus vertigineux. En parallèle de la chimie mesurée par Webb, une équipe britannique dirigée par l'astronome Matthew Hopkins, alors doctorant à l'université d'Oxford, avec le professeur Chris Lintott et des collaborateurs de l'université de Canterbury en Nouvelle-Zélande, a appliqué à 3I/Atlas un modèle statistique qu'ils avaient développé pendant plusieurs années, le modèle Autotai-Oxford. L'idée du modèle, à partir de la seule trajectoire d'un objet interstellaire, remonter statistiquement à la région de la galaxie d'où il est probablement issu, et donc à l'âge probable de sa population parentée. Hopkins a appliqué le modèle dans les jours suivant l'annonce d'Atlas. Le résultat a été présenté publiquement le 11 juillet 2025 lors de la National Astronomy Meeting de la Royal Astronomical Society.
La trajectoire de 3I/Atlas, avec son angle d'entrée particulièrement raide par rapport au plan de la galaxie, pointe vers une population stellaire spécifique, ce qu'on appelle le disque épais de la Voie lactée. Le disque épais est une composante ancienne de notre galaxie, formée d'étoiles vieilles de 10 à 12 milliards d'années, qui orbitent avec des inclinaisons plus importantes que le disque mince dans lequel notre Soleil se trouve. Selon le modèle, il y a environ 2/3 de probabilité que 3I/Atlas soit plus vieux que le système solaire, plus vieux que 4,6 milliards d'années. L'estimation statistique la plus probable est autour de 7 milliards d'années. Il y a une nuance importante à faire ici parce qu'elle n'est pas toujours bien restituée dans la couverture médiatique. L'âge de 3I/Atlas n'est pas mesuré directement à partir de sa chimie. Il est déduit statistiquement de sa trajectoire en croisant cette trajectoire avec les populations stellaires connues de la Voie lactée grâce aux données du satellite Gaia. La chimie mesurée par Webb, elle, est cohérente avec cette hypothèse, un objet formé dans un système riche en glace, à faible métallicité, mais elle ne date pas l'objet directement. Ce sont deux méthodes indépendantes qui convergent vers la même image générale. 7 milliards d'années, éventuellement plus. Autrement dit, cette comète, si l'interprétation tient, dérivait dans l'espace interstellaire des milliards d'années avant que le Soleil, la Terre ou la première cellule vivante ne se forme. Elle a traversé la Voie lactée seule, gelée, silencieuse, pendant la quasi-totalité de l'histoire de l'univers observable. Et elle est passée à portée de nos télescopes exactement au moment où nous avions, pour la première fois, les instruments capables de la lire. La suite est un ballet observationnel. Le 29 octobre 2025 à 11h47 en temps universel, 3I/Atlas atteint son périhélie, son point le plus proche du Soleil, à environ 1,36 unités astronomiques, soit à peu près 203 millions de kilomètres, entre les orbites de la Terre et de Mars. La comète accélère. Sa vitesse culmine à environ 246 000 km/h et son coma s'active violemment sous l'échauffement solaire. Elle n'est alors pas observable depuis la Terre à cause de sa position derrière le Soleil vu de chez nous. Le 19 décembre 2025, elle atteint son point le plus proche de la Terre, 270 millions de kilomètres, soit 1,8 unités astronomiques. Aucun risque, aucun impact possible, ni maintenant ni dans le futur, puisque sa trajectoire hyperbolique l'a fait sortir définitivement du système solaire. 3 jours plus tard, le 22 décembre 2025, Webb la réobserve. Cette fois, l'objet est plus actif, plus brillant, plus riche en gaz sublimés. L'analyse chimique se raffine. Et pendant tout ce temps, elle est également observée par le télescope spatial Hubble, qui affine l'estimation de la taille du noyau, initialement estimée entre 440 mètres et 5,6 km. Elle se resserre autour de 2,6 km de diamètre effectif après le périhélie. Le télescope spatial infrarouge Hesperex confirme indépendamment la présence de dioxyde de carbone, d'eau, de composés organiques, de poussière. La mission TESS, normalement chasseuse d'exoplanètes, est redirigée pour observer les variations de brillance de 3I/Atlas et essayer d'en déduire une période de rotation. Et cerise sur le gâteau, la sonde européenne JUICE, en route vers les lunes de Jupiter, se retrouve en novembre 2025 dans une position privilégiée pour photographier l'objet depuis un angle inaccessible depuis la Terre. Son caméra Janus capte plus de 120 images sur plusieurs semaines. Au total, une dizaine d'instruments, sol et espace confondus, ont observé 3I/Atlas, ce qui en fait l'un des objets interstellaires les plus densément documentés de l'histoire de l'astronomie. Il y a un moment dans ce type d'histoire où l'on doit poser la question honnête, à quoi ça sert tout ça si vous n'êtes ni astronome ni physicien? Voici la réponse concrète. 3 interstellaires en 8 ans, Oumuamua en 2017, Borisov en 2019, Atlas en 2025. C'est une fréquence qui suggère que les objets de ce type sont, en réalité, extrêmement communs dans la galaxie. Ce qui est rare, ce n'est pas leur existence, c'est notre capacité à les repérer. La quasi-totalité passe sans être détectée, parce qu'ils sont trop faibles, trop rapides ou trop mal placés. Rubin, une fois en régime nominal, ce qui est le cas depuis le 1er juillet 2026, est estimé capable, selon les projections publiées par son équipe, de détecter entre quelques unités et quelques centaines d'objets interstellaires supplémentaires pendant sa mission de 10 ans. Chacun serait un échantillon indépendant. Chaque échantillon apporte une contrainte sur la démographie de ces objets. Leur taille typique, leur composition typique, leur âge typique, la région de la galaxie dont ils proviennent typiquement. Autrement dit, nous sommes en train de passer, à l'échelle d'une décennie, d'une population d'un seul objet interstellaire
connu à une population de dizaines, voire de centaines. C'est un saut de nature comparable à celui qu'a connu la planétologie extrasolaire quand elle est passée d'une exoplanète découverte en 1995 à 6000 en 2025. Il y a aussi la question, plus discrète mais réelle, de la défense planétaire. La plupart des interstellaires sont trop rapides et trop lointains pour représenter un risque d'impact à court terme. Mais leurs trajectoires imprévisibles, associées à leur très haute vitesse, en font des objets pour lesquels une détection précoce est particulièrement précieuse. Un système capable de repérer un intrus interstellaire 10 jours avant qu'un autre télescope ne le voie, comme Rubin l'a fait par accident avec 3I/Atlas, est également un système capable, en principe, de repérer un objet menaçant 10 jours plus tôt qu'un système ancien. Il faut prendre un instant pour parler des équipes, parce que cette histoire est en réalité l'histoire de deux performances humaines simultanées. Colin Orion Chandler, chercheur à l'Université de Washington, dirige l'équipe qui a extrait 3I/Atlas des archives de commissioning de Rubin. Ce n'est pas un travail de découverte au sens classique. La découverte, formellement, revient à Atlas. C'est un travail de récupération de données. Il faut chercher dans des téraoctets d'images de test avec des logiciels non encore optimisés un objet dont on connaît maintenant la trajectoire et prouver qu'il est bien là, qu'il correspond bien à 3I/Atlas et qu'on peut en tirer des mesures scientifiquement exploitables. C'est fastidieux, technique, peu spectaculaire et absolument essentiel. Matthew Hopkins, de son côté, est doctorant à Oxford au moment de la découverte. Il a passé plusieurs années à construire le modèle Autotaï-Oxford avec Chris Lintott. La méthode qu'il a développée n'avait jamais été testée en direct sur un objet nouveau. 3I/Atlas est son premier test grandeur nature. Selon les entretiens qui ont accompagné sa présentation à la Royal Astronomical Society, il devait partir en vacances quand l'annonce d'Atlas est tombée. Il a annulé, il a lancé son modèle sur les données de trajectoire et il a obtenu en quelques jours un résultat qui a immédiatement recadré la conversation scientifique autour de cet objet. Et puis il y a Martin Cordiner qui a coordonné le programme JWST-NIRSPEC avec une équipe d'une vingtaine de co-auteurs répartis entre la NASA, le laboratoire Goddard et plusieurs universités européennes. Le programme d'observation avait été prévu à l'avance dans l'hypothèse qu'un interstellaire brillant apparaîtrait pendant le cycle 4 de Webb. 3I/Atlas a validé cette hypothèse presque à la date prévue. Et pendant que tout ce monde travaillait en parallèle sur des continents séparés avec des instruments qui ne se parlaient pas directement, l'objet lui-même continuait sa trajectoire indifférent à environ 60 km par seconde. Il est maintenant en train de s'éloigner. Il repasse par la ligne de glace, ses activités d'outgassing ralentissent, sa luminosité diminue. À l'heure où ce script est écrit, il est encore observable avec certains télescopes puissants, mais l'horloge tourne. D'ici quelques mois, il sera trop faible pour permettre des mesures spectrales précises. D'ici quelques années, il sera indétectable, même par Rubin. À terme, il sortira du système solaire à peu près à la même vitesse qu'il y est entré. Il ne repassera pas. C'est un objet à usage unique. Toutes les données scientifiques que nous aurons jamais sur lui existent déjà ou seront collectées dans les mois qui viennent ou n'existeront pas du tout. Il n'y a pas de deuxième prise. Prenons du recul. Ce qui rend cette histoire particulière, ce n'est pas 3I/Atlas pris isolément. C'est ce qu'il représente comme premier exemple d'une nouvelle manière de faire de l'astronomie. Deux instruments géants, conçus pour des missions différentes, se sont retrouvés à étudier le même objet. Rubin, qui est un télescope de couverture, large, rapide, incapable de zoomer, mais capable de tout voir passer. Et Webb, qui est un télescope de profondeur, étroit, lent, incapable de balayer, mais capable de décomposer la lumière d'un objet unique jusqu'à ses composants moléculaires. Aucun des deux, seul, ne pouvait raconter l'histoire complète. Rubin a fourni l'archive rétroactive, la trajectoire ultra précise, la courbe de brillance. Webb a fourni la chimie, la composition, la signature de formation. Hopkins a fourni la reconstruction galactique de l'origine. 3 pièces d'un même puzzle assemblées après coup autour d'un objet que personne n'avait planifié d'étudier. Il reste, à l'heure où ce script est écrit, une question centrale que la communauté scientifique n'a pas tranchée. Est-ce que 3I/Atlas est représentatif ? Autrement dit, les prochains interstellaires que nous verrons ressembleront-ils à celui-ci ou seront-ils tous différents ? Oumuamua était sec, allongé, sans coma visible, avec une accélération non gravitationnelle inexpliquée. Borisov ressemblait à une comète classique du système solaire, avec de l'eau, du monoxyde de carbone, une chimie familière.
3i/Atlas est riche en C, O2, très ancien, avec une signature qui pointe vers une population stellaire spécifique de la galaxie. 3 objets, 3 profils profondément différents. Est-ce que cela signifie que la population des interstellaires est en réalité extrêmement diverse? Ou est-ce que nous avons juste eu, jusqu'ici, la malchance de tomber sur des exemples atypiques? Personne ne le sait. Les prochaines années, avec Rubin en régime nominal, apporteront la réponse. Une comète, environ 2,5 km de diamètre. Un noyau riche en dioxyde de carbone. Une trajectoire qui traverse le système solaire en quelques mois seulement. Une origine probable dans une population stellaire vieille de peut-être 7 milliards d'années, peut-être plus, quelque part dans le disque épais de la Voie lactée. Et pour la première fois dans l'histoire de l'astronomie, un objet interstellaire qui n'a pas été observé par un seul instrument, mais par une flottille internationale coordonnée dans l'urgence avant qu'il ne disparaisse pour toujours. La vraie question maintenant n'est plus de savoir si nous en verrons d'autres. Nous en verrons. La question, c'est de savoir combien de morceaux d'histoire galactique, formés autour d'étoiles éteintes depuis longtemps, dérivent en ce moment même à travers notre voisinage, en attendant qu'un télescope les capte au bon instant. Combien de systèmes solaires, aujourd'hui disparus, ont laissé derrière eux ce genre de témoins glacés? Et combien de ces témoins nous laisseront passer sans les voir? Abonnez-vous si vous voulez continuer à suivre ce que Rubin, Webb et leurs successeurs trouveront dans les années qui viennent. Dites-moi en commentaire ce qui vous a le plus surpris. La détection accidentelle 10 jours en avance, le rapport CO2O le plus élevé jamais mesuré dans une comète, l'estimation d'âge à 7 milliards d'années ou la coordination internationale d'une dizaine d'instruments autour d'un même objet en quelques mois. Et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui n'a pas encore compris qu'un morceau de matière plus vieux que le Soleil vient de traverser silencieusement notre voisinage et qu'il repart maintenant, pour toujours, sans jamais revenir.